Salut tout le monde et bienvenue dans ma troisième vidéo sur ma présentation de collection de jeux vidéo et sur la passion que je souhaite vous partager avec vous. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de consacrer cette vidéo à Nintendo et à quelques pépites présentes dans notre collection que je souhaitais vous présenter. Donc en premier, on va commencer par une saga, donc devrais-je dire de la licence Mario, je pense. Cette saga de jeux avait connu un très bon succès avec le premier de sa série qui était Paper Mario, mais il ne s'agit pas de Paper Mario premier du nom dont je vais vous parler, mais il s'agit bien de sa suite qui a été un épisode plus que applaudi et adoré par les joueurs. Il s'agissait de Paper Mario, la porte millénaire qui était sortie sur GameCube. Donc il faut savoir qu'il était sorti sur GameCube le 22 juillet 2004 au Japon, le 11 octobre en Amérique du Nord, donc aux États-Unis, et chez nous, en Europe et en France, le 12 novembre 2004. Comment j'ai découvert ce jeu? Eh bien, par pur hasard, je vous dirais. Vraiment par pur hasard, puisque la plupart du temps, la console, la GameCube qu'on avait à l'époque, c'était mon frère qui l'avait dans sa chambre. Et moi, j'en ai hérité une autre un peu plus tard. Donc, je cherchais des jeux à pouvoir m'amuser avec. Et en fouillant dans sa collection de jeux de GameCube, je tombe sur celui-ci, Paper Mario, la porte millénaire. J'ai donc décidé de me faire un test et de voir ce que c'était comme jeu. Et ben, je peux vous dire littéralement, et ça reste entre nous, hein, surtout, je ne dites rien, mais j'ai littéralement eu le coup de foudre pour ce jeu. Ça a été le coup de foudre. Son histoire, son gameplay. Je ne pourrais pas vous donner d'autres mots en fait pour qualifier l'amour que je porte pour ce jeu-là. Et Dieu seul sait que j'ai encore beaucoup de jeux pour lesquels j'ai beaucoup d'amour. Mais celui-là, il a une attention toute particulière dans mon cœur. Donc, quelle ne fut pas ma joie lorsque Nintendo, en 2023, a annoncé la sortie de sa suite, ou le remake si vous préférez. Donc le remake, voilà. Comme vous pouvez le voir, non seulement j'ai la version GameCube, mais je possède également la version Switch. C'est pratique au moins pour se refaire une partie. Et j'avoue que Nintendo a bien fait de sortir ce remake-là pour faire découvrir à beaucoup de gens cette pépite de la saga qui était sortie sur sa console d'origine, la GameCube. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je vais vous montrer. Boîte dans son entièreté. Le CD, mais surtout la fameuse notice. La fameuse notice que voici, en excellent état, comme vous pouvez le voir. Donc rien à dire, hein, qualité, vraiment, franchement, les explications, vous voyez, non, franchement, ce jeu-là, ça a été, j'ai passé des heures dessus à y jouer. Mais vraiment, j'ai passé énormément d'heures dessus à y jouer. Des fois, je y jouais juste pour retourner dans un monde que j'aimais tout particulièrement. Et c'est vrai que il y a un exemple de monde, si vous cherchiez à faire du leveling dans ce jeu, qui était radicalement efficace pour faire du leveling, il s'agissait de la ville dans les nuages. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour les plus anciens, la ville dans les nuages, le monde 3 dans ce jeu. Yunanville, qui est justement la ville dans les nuages où vous faites des combats de catch. Quel n'était, à votre avis, c'est pratique quand on cherche à faire un peu de leveling ou à gagner un peu d'argent. Il suffit juste de faire une première fois l'histoire, ensuite vous ramenez la gemme étoile vers la porte millénaire, et moi ce que je faisais avant de passer au chapitre suivant, le chapitre 4, je retournais à Yunanville, donc la ville dans les nuages, et je refaisais tous les combats un à un jusqu'à devenir à nouveau le champion. Et ainsi, quand je revenais après les fois suivantes, et ben qu'est-ce qu'on gagnait à la fin? Si je ne me souviens bien, c'est 100 pièces que l'on gagne à chaque combat remporté. Et surtout, à chaque combat contre l'ancien champion, bien entendu. Petite note, l'ancien champion qui faisait quand même des sacrés dégâts. Il valait mieux prévoir le petit stock de champignons quand on n'était pas prêt, ou les petits stocks d'objets du style éclair, rocher, qui pouvaient être très pratiques et puis lui infliger de lourds dégâts. Donc, quelle ne fut pas ma joie lorsqu'il était ressorti sur Switch. Et j'ai pris un plaisir à le refaire. Donc là, je vous avoue qu'actuellement, je ne l'ai pas encore terminé. Non.
La partie où j'en suis actuellement, j'en suis au dernier monde. Donc, je rentre dans le palais des ténèbres et je dois aller combattre justement la reine des ténèbres. Ce que j'aime bien avec Nintendo et leur licence tout particulièrement, c'est sur les pochettes de Switch, c'est ceci. Regardez-moi ce petit fond. Franchement, la carte avec tous les emplacements non découverts de justement des gemmes étoiles. Donc ici, on sait qu'ici, c'est le bois insolite. À peu près par là, on a la plaine Dragobé. Au-dessus ici, on a Yunanville. Ici, le village justement maudit. Ici donc, Mario qui semble regarder dans une certaine direction. On pourrait peut-être croire qu'il regarde justement la petite souris voleuse ici, qui est un tout petit faible pour Mario. Camilla, je crois qu'elle s'appelle, si je ne me trompe pas. Et enfin, son allié, très utile lorsqu'il y a besoin d'analyser tous les ennemis pour avoir leur PV. Alors certes, ça prend du temps, mais au moins ça vous évite de le faire plus tard. Goumélie. Donc non, j'aime bien à ce niveau-là ce que Nintendo a fait. J'aime beaucoup justement ce système de planches à l'intérieur de leur licence. Je ne sais pas vous à ce niveau-là, mais moi j'aime bien. Donc évidemment, Paper Mario, qui est une grande histoire d'amour pour moi et qui a été un bonheur à redécouvrir sur la Switch. Après, il n'y a pas que ça. J'aime bien aussi ces difficultés, comme je vous disais, c'est-à-dire faire, par exemple, du leveling pour pouvoir avancer à certains niveaux. Et il est vrai, petit point faible, je vous l'avoue très honnêtement, j'ai recommencé une nouvelle partie en laissant de côté la précédente. Parce que je m'y suis pris, en fait, tellement rapidement qu'arrivé au dernier monde, je sentais que je n'étais pas assez puissante pour affronter les ennemis, je n'avais pas suffisamment d'objets, donc je n'étais pas suffisamment préparée. Donc, n'ayant pas envie, en fait, de faire du leveling à ce moment-là, parce que la flemme, littéralement la flemme, j'ai donc décidé de relancer une nouvelle partie. Mais pour le moment, je l'ai laissé de côté. Je ne l'ai pas encore repris parce qu'il y a eu beaucoup d'autres jeux entre-temps qui sont arrivés. Et notamment, je joue quand même actuellement sur Steam à quelques jeux, Horizon Forbidden West et Assassin's Creed Odyssey. Assassin's Creed Odyssey, j'avais déjà terminé une première fois et là que je refais encore une fois ce jeu, parce que je l'avais beaucoup aimé moi à l'époque. Chacun a ses avis sur les jeux, moi je vous dis le mien, j'aime beaucoup Assassin's Creed Odyssey, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Ensuite, forcément, pépite pour moi également, c'était sur la toute première console à laquelle j'ai joué. La toute première console à laquelle j'ai joué, c'était la Super NES. C'était mon papa qui l'avait à l'époque, et on y jouait avec mon frère. Et on a joué à Super Mario Kart, mais on a également joué à ceux-là. Vous les reconnaissez? Le Donkey Kong Country 1 et le Donkey Kong Country 2. Alors bien entendu, on a aussi le 3, mais le 3, je n'en parlerai pas dans cette vidéo parce que celui-ci, il est assez spécial pour moi. Je n'ai pas accroché son histoire, je n'ai pas accroché... non, celui-ci, je n'ai pas accroché. Par contre, ces deux-là, et plus particulièrement celui-là, celui-ci, pour moi, est mon jeu de cœur. Celui-ci, je pourrais y passer énormément de temps dessus. Énormément de temps. J'adore les musiques, j'adore les niveaux. Alors, je ne critique pas celui-là et je ne mets pas en doute celui-ci également, puisque ça a été le tout premier Donkey Kong que j'ai fait avec mon père et mon frangin. Je me souviens quand même, surtout du niveau du chariot dans le monde 2. On a quand même dû s'y reprendre à plus de 30 fois avant de réussir le niveau. Et à force, c'est du parkourisme, comme on dit. Mais même avec le parkourisme, il y a des fois, c'est juste les yeux qui n'arrivaient pas à suivre. Je vous laisse imaginer les gros fous rires qu'on a dû se taper avec ce jeu-là. Voilà, pour vous donner une idée. Mais il est vrai que celui-ci a une affection tout particulière dans mon cœur. Celui-ci, ses musiques, son histoire, les ennemis présents, les différents mondes, que ce soit le bateau, le monde 1, que ce soit le monde de la lave en tant que monde 2, que ce soit la fête foraine dans le monde 4, avec son fameux boss, une espèce d'abeille là où tu es en perroquet et que tu dois essayer de la buter comme ça.
C'est pareil, celui-ci avec mon père et mon frère, on s'y est repris quasiment, ouais, une bonne quinzaine de fois avant de réussir à battre ce boss, le boss de l'abeille. Alors je ne sais pas s'il y a des vétérans de ce jeu qui se souviennent de ce boss ou qui ont connu peut-être un autre boss de ce jeu ou même de celui-là, parce que celui-ci, il ne faut pas l'oublier, c'est le premier de la série, mais qui ont eu des boss ou même des difficultés dans certains niveaux pour les faire, eh ben, je vous invite à y mettre votre petit commentaire. Je vous invite à y mettre votre petit commentaire en m'expliquant justement quel niveau dans celui-ci, celui-là, ou même les deux, ou même le 3. Vous pouvez même parler du troisième Donkey Kong Country. Je n'y vois aucun inconvénient. Mais partagez-moi vos expériences justement sur ces jeux-là, Donkey Kong Country, avec justement les niveaux. Quel niveau en fait vous en a le fait le plus baver? Moi, c'est vrai que sur le premier, c'était le chariot du monde 2, le niveau 2 du monde 2 qui m'en a fait baver. Et dans celui-ci, c'était dans le monde 3. Dans le monde 3, juste quasiment avant le boss du monde, il y avait un niveau où on montait le long des mâts d'un bateau épave, si je ne me trompe pas. Le niveau de l'eau en dessous de nous montait et on avait un piranha qui nous suivait. Si on avait le malheur de tomber dans l'eau, il nous touchait direct, il nous mettait KO direct. Combien de fois j'ai ragé sur ce niveau parce que je n'arrivais pas à le passer. Et même après des périodes où j'ai stoppé le jeu et j'ai repris de quelques jours ou même des fois des semaines que je reprenais le jeu, et ben ne me croyez pas si vous voulez, je n'ai jamais réussi à passer ce niveau jusqu'à très récemment où j'ai laissé un petit laps de temps, je me suis repris tranquille et au bout du 4e essai, j'avais fini par réussir à atteindre la fin du niveau. Voilà, donc partagez-moi vos expériences concernant donc ces deux jeux-là, voire même le 3e si vous le souhaitez. Ça pourrait être assez amusant de connaître un petit peu également quel niveau vous en avez fait le plus baver sur ces jeux-là, sur les Donkey Kong Country. Après ça, il y avait d'autres jeux également dont je suis très très fan. Alors, celui-ci, il est vrai que c'est une pépite à mes yeux. Ça a été le jeu qui m'a fait évader, qui m'a permis de découvrir, on va dire, la gestion de l'argent quand j'étais enfant, qui m'a permis de découvrir qu'on pouvait faire preuve de créativité au fil de ces différentes sorties sur les différentes consoles. Et surtout, il est tombé au bon moment lors du confinement en 2020, même si là, ce n'est pas sa version Switch que j'ai sous la main, mais sa toute première version qui était sortie sur GameCube également, et qui était Animal Crossing. L'Animal Crossing, le jeu qui a fait découvrir la possibilité de pouvoir aménager sa maison comme on le souhaite, c'est un bon point là-dessus, de pouvoir découvrir ce que c'est de se faire entuber par un raton laveur très radin et très 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 sur le pognon, pour être honnête. Un certain, je ne vais pas citer son nom, c'est même pas la peine parce que j'ai même pas besoin, vous savez déjà de qui je cause, qui, juste pour l'augmentation d'une pièce ou d'un étage, se permet de carrément doubler, voire tripler le nombre de clochettes à lui rembourser. Donc ce jeu, ça a été pour moi une découverte également par pur hasard lorsque je jouais sur ma console et que je cherchais un jeu. Donc j'allais dans la chambre de mon frère et je regardais sur ces jeux et c'est là que je suis tombée dessus. La particularité de ce jeu sur GameCube, c'est que lorsque vous l'ouvriez ici, donc là elle n'y est pas, elle est dans notre chambre, je ne vais pas, voilà. Mais vous vous doutez bien de quoi je veux parler, il s'agit de la carte SD. Il y avait une carte SD inclue avec le jeu parce que ça faisait quasiment plus de 57 blocs. Il fallait 57 blocs, donc Nintendo avait paré le coup et avait inclus dans ce jeu la petite carte mémoire qui était inclue avec le jeu. Donc elle est de couleur grise avec dessus donc l'image qui représente justement ce personnage
qui est mon chanteur de personnage de jeux vidéo préféré, Kéké. J'avoue que j'ai une petite préférence pour sa chanson Kéké à la plage. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à l'écouter. Et que j'ai découvert également cette chanson dans ce jeu-là, Animal Crossing. Donc moi, j'ai découvert ce jeu à l'époque, je ne n'y connaissais rien, donc j'avais rentamé une partie en n'effaçant pas la partie de mon frère, puisque si vous vouliez rentamer une nouvelle partie sur ce jeu, il fallait effacer la précédente. C'était obligatoire. Mais par contre, il y avait une autre possibilité, et ça, Nintendo avait barré ce coup-là. Lorsque vous arriviez dans le village où vous alliez être habité, donc le nom du village, c'est vous qui le choisissiez, les habitants sont totalement aléatoires. Donc là, le jeu vous proposait la possibilité, lorsque vous arriviez dans le village, de faire, il y avait 4 maisons, donc 4 joueurs. Donc possibilité 4 fois plus importante de pouvoir gérer et entretenir sa ville et également de faire des maisons différentes. 4 habitants supplémentaires. Ce n'est pas négligeable pour un jeu qui est sorti sur GameCube à l'époque. Après, il y a eu ces différentes versions 3DS, DS, où là, vous pouviez, Nintendo, je pense qu'a fait ça pour tous ces jeux sur les différentes licences, de sortir, de permettre justement à plusieurs joueurs de jouer sur la même partie, sur la même console. Et c'est également valable sur la version Switch. La version Switch, c'est pareil, vous pouviez jouer jusqu'à 4 joueurs sur la même partie, sur la même île. Mais ça, vous le savez déjà, j'ai pas besoin de vous le répéter. Donc, au fil des ans, en fait, si on remarque bien, Animal Crossing, il a évolué. Au départ, vous êtes un simple nouvel habitant sur la version GameCube, tout comme sur la version DS. La version DS, vous êtes un simple habitant qui arrive, qui s'installe. Sur la version 3DS, vous êtes le maire de la ville. Sur la version Wii, alors la version Wii, c'est la seule version à laquelle je n'ai pas encore joué actuellement, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Il faudrait que je le fasse d'ailleurs. Il faudrait que je fasse le test de la version Wii. Et sur la version Switch, vous êtes carrément, suite à une formule évasion, sur une île déserte. Donc là, c'est carrément une île que vous avez à recréer. Donc, je vous rassure, je pense qu'à mon avis, parmi vous, il y en a certains qui ont dû bien s'amuser à faire une île bien de malade, comme on va dire, pour parler très honnêtement et très familièrement, de malade, et que vous avez tous pu obtenir les 5 étoiles. Et comment on savait qu'on avait obtenu les 5 étoiles dans les Animal Crossing à partir de la version, je crois, DS? Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait ce qu'on appelait à l'époque une étoile de Jacob, ou qui a été renommée sur la Switch un muguet. Si vous voyez un muguet sur votre île, par exemple, ou dans n'importe quelle version, vous saviez que vous aviez la ville parfaite. Et ça, c'était un immense honneur, puisque la version GameCube, c'était surtout la maison. Si vous aviez fini de rembourser la totalité de la dette de votre baraque, que toutes les pièces étaient montées, eh bien, la récompense, c'était une statue de vous à la place du village, c'est-à-dire à la place où il y avait les 4 maisons. Alors, les 4 maisons, ça faisait un petit peu penser à Harry Potter avec les 4 maisons. Hein. Je ne vous fais pas un dessin. Ensuite, eh bien, nous avons une petite saga de licence que j'aime bien tout particulièrement, qui est, une petite saga de licence dont Miyamoto s'était inspiré à partir de fourmis. Oui, non, ce n'est pas une blague. Miyamoto, en regardant des fourmis, s'est dit: pourquoi est-ce que je ne sortirais pas un jeu qui s'inspire de ça, mais qu'à la place de fourmis, ce soit ce qu'on appelle des bulbes. Des petites bulbes de plantes, et il s'agit de ce jeu. Pikmin. Bon, là, je vous montre le Pikmin 2, parce que le Pikmin 2 est mon jeu favori sur la saga. Également, c'est celui que j'ai découvert en premier avant le 1. Ce que j'aime par rapport au 1, parce que le 1, je l'ai testé, déjà le 1, ce que je n'aime pas trop, c'est le système des 30 jours. Je trouve que c'est trop stressant pour moi. Alors que le 2, justement, il n'y a pas de système de jours. Par contre, le système de dette à rembourser de 10 000 pesos, je crois, si je ne me trompe pas, c'était ça. Et avec la recherche de trésors. Voilà. Alors celui-ci, il a une affection toute particulière pour moi. En effet,
comme je l'avais expliqué dans une des vidéos précédentes pour le Dragon Quest V qui est sur la DS, celui-ci, le Pikmin 2 que j'ai dans les mains, c'est un cadeau de mon frère. C'est mon frère qui avait cette version à l'époque. Et je lui avais parlé une fois, lorsqu'on s'était appelé, que je cherchais le Pikmin 2 puisque je ne le trouvais pas. Et que sur internet, il était vendu à plus de 200 € ce jeu. Et ben vous savez quoi, il me l'a donné. Et oui, il me l'a donné gratuitement, sans rien en retour. Donc j'ai économisé 200 € sur ce jeu. Comment vous dire qu'elle ne fait pas ma joie de l'avoir dans la collection? En sachant que dans des magasins d'occasion comme Game Cash ou autres, ce jeu-là peut être vendu quasiment plus de 100 €. C'est pour vous donner à peu près une moyenne ou un ordre d'idée. Donc là, vous voyez. Donc, oui, j'avoue, j'ai mis la petite signature de Conquerax, dont je suis fan, et parce qu'il avait fait une vidéo sur Pikmin. Donc là, la notice et la boîte le jeu qui est ici. Donc, moi, ce que j'aime particulièrement dans ce jeu, c'est justement les petits Pikmin qui vous suivent comme des fourmis, que vous pouvez dresser, pas dresser entre guillemets, si vous les dressez quand même un peu au coup de sifflet, parce qu'à chaque fois que vous les sifflez, ils reviennent vers vous, et vous pouvez les envoyer chercher soit de la nourriture pour avoir plus de Pikmin, en sachant qu'il y a différentes espèces, comme vous pouvez le voir, il y en a 5 en tout. 1, 2, 3, 4, 5. Chacune d'elles, donc vous pouvez les envoyer chercher les trésors, chercher de la nourriture pour qu'ils puissent justement fabriquer d'autres Pikmin avec leur oignon, à l'exception de ces deux-là. Ceci c'est un peu plus spécial pour les avoir en plus grand nombre, c'est même très difficile de les avoir. Mais petite question, pour ceux qui ne savent pas, est-ce que vous savez pourquoi ils sont tous de couleurs différentes? Eh bien parce que chacun d'eux représente quelque chose. Les rouges, le feu, ils sont insensibles à tout ce qui est au feu. Les bleus, les Pikmin bleus, vous pouvez les emmener dans l'eau, ils sont amphibies. Les Pikmin jaunes, avec leurs grandes oreilles, ils peuvent sauter très haut, mais ils sont insensibles à l'électricité. Les Pikmin blancs, avec leurs yeux rouges, sont toxiques et résistent au poison. Donc s'il y a des zones où vous avez du poison présent, il vaut mieux avoir des Pikmin blancs. Et idem pour les autres, en fonction de la zone, il vaut mieux les avoir. Les Pikmin violets sont à équivaut de 10 Pikmin de n'importe quelle autre catégorie. Ils sont plus forts. Ils sont plus forts. Par contre, ils sont plus lents. Ce que vous remarquez également sur la couverture, c'est que le Pikmin bleu qui est là, à la tige avec une feuille, le Pikmin rouge et le Pikmin violet ont des bourgeons, et le Pikmin blanc et le Pikmin jaune ont des fleurs. Ça, c'est dû à du nectar que vous pouvez trouver dans le jeu dans des espèces d'œufs planqués soit dans les grottes, soit bien planqués dans les coins du monde où vous êtes. Et s'ils boivent de ce nectar, donc ils vont se transformer en fleurs, comme vous pouvez le voir, leur petite tige va se transformer en fleurs, et après ça, ils pourront aller plus vite, transporter plus rapidement les choses. Donc comme vous pouvez voir, il est quand même en excellent état. Hein. Pour dire qu'il est resté des années chez mon frère, c'est un jeu qui est en excellent état. Et on peut voir quand même qu'il y a eu une utilisation assez massive. Alors on ne voit pas très bien, mais je vais essayer de montrer un peu plus près. Voilà, vous devriez peut-être voir. Une utilisation assez massive, donc les rayures c'est normal, c'est dû à beaucoup d'utilisation. Mais je vous rassure, le jeu fonctionne très bien. Testé, je l'ai testé de mon côté, il fonctionne comme au premier jour. Donc ce jeu-là, c'est un jeu généralement que je prends qui n'est pas prise de tête, à mon sens. C'est un petit jeu qui se joue tranquille, il n'y a pas forcément besoin de s'y mettre à 100% pour avancer dessus. Le petit système de sauvegarde par jour est plutôt pratique et bien fait, c'est même typique de tous les Pikmin parce que une fois la nuit tombée, les monstres sont plus nombreux et si vous n'avez pas rappelé tous vos Pikmin, ceux-ci risquent de mourir. Donc, j'ai déjà fait l'expérience de mon côté où je me suis barrée, j'avais complètement oublié des Pikmin, j'en avais 200 parce que c'est le maximum que vous pouvez avoir avec vous. Je m'en suis rendu compte quand j'avais sauvegardé la partie. Le lendemain, quand je suis revenue, j'en avais plus que 15. Donc il a fallu que je refasse la colonie. Il a fallu que je refasse la colonie et que je refasse aussi dans l'oignon d'avance pour pas être de nouveau, comme on dit, dans la bouise. Donc ce jeu-là, il peut être bien. Il est familial, il est sympathique.
Donc non, c'est un petit jeu que je conseille également et qui est sorti également sur Switch, qui est ressorti sur Switch et qui est également ressorti sur Wii. Donc avis aux amateurs, si ça vous intéresse de voir le monde en petit et puis de vous balader dans des cadres plus qu'agréables avec des musiques plus qu'agréables, je vous conseille le Pikmin 2 ou peut-être le premier si ça vous tente. Et si vous êtes tenté, il y a également le 3 et le 4 qui ont été sortis respectivement donc sur Wii U et sur Switch. Le 3 est ressorti également sur Switch. Et enfin, le meilleur pour la fin, la meilleure saga. Pour moi, ma saga d'amour depuis quasiment plus de 20 ans. 21 même, puisque j'ai découvert la saga par ce jeu-là. Ce jeu qui a été une pépite, mais également à mes yeux, par ses musiques, par son histoire. Le petit côté évasion avec balade en bateau, la petite musique bien caractéristique, les différentes îles. Il s'agit de Zelda, The Legend of Zelda. Après, je n'ai pas oublié son compagnon parce que qui dit Wind Waker dit Zelda Twilight Princess. Et oui, nous possédons les deux jeux sur la GameCube. Ça n'a pas été simple, mais on les a. Ces deux jeux, le premier que j'ai découvert, c'était celui-là. Ça a été Wind Waker sur la GameCube. Ça a été comme pour le Paper Mario, ça a été le coup de foudre. Là, ça a été le coup d'amour. Paper Mario, ça a été le coup de foudre. Celui-là, ça a été vraiment ce qui m'a fait découvrir ma passion des jeux vidéo. C'est là que je suis tombée amoureuse. Littéralement des jeux vidéo. Et après, il y a eu Paper Mario et les autres également. Donc, ma console de cœur, comme vous l'avez deviné, c'est la GameCube. Et ça restera toujours la GameCube. Après, je ne critique pas la Switch parce que, comme je vous ai expliqué, j'ai pas loin de 2 étagères. Mais ça, voilà. Il y a eu également donc Twilight Princess, qui est sorti sur GameCube, qui a eu un remaster sur la Wii U, tout comme Zelda Wind Waker. Et il y a eu également, je vais vous montrer vite fait, là vous avez le Zelda Wind Waker, ici, et juste derrière c'était une édition limitée, avec Zelda Ocarina of Time. Et oui, c'était une édition limitée à l'époque avec Zelda Ocarina of Time inclus. Je ne vous mens pas, hein. Regardez, je vous montre. Wind Waker et Ocarina of Time. 2 jeux en un seul. C'est pratique. Édition limitée contenant 2 jeux bonus. Voilà, vous avez la preuve. Édition limitée contenant 2 jeux bonus. Donc, lequel des deux est mon préféré? Très clairement, les deux en fait. Je fais partie quand même de la petite communauté de joueurs, voire même de la grosse communauté de joueurs qui aimerait bien que ces deux-là ils ressortent sur la Switch. Même si, pour être honnête avec vous, j'y crois pas trop, mais on peut toujours rêver, non? On peut toujours rêver d'avoir ces deux-là réunis en une seule cartouche. Et là, attention, comment ça va jouer. Donc, on espère, on croise les doigts pour ces 2 jeux-là, que ce soit ici par son histoire crépusculaire, où il faut justement sauver le royaume d'Hyrule du monde de Crépuscule, ou également celui-là, de par son histoire, où le royaume d'Hyrule est sous les eaux. Donc là, je vous ai présenté quelques pépites de la console Nintendo que j'aimais énormément. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Donc j'essaierai de faire des vidéos plus en détail si vous le souhaitez sur les pépites que je vous ai présentées en question. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. En tout cas, et également à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, comme je vous ai indiqué précédemment dans la vidéo, de faire part de vos expériences, si vous aviez rencontré des difficultés sur certains jeux ou autres. Et je vous dis à la prochaine, bye bye!